fine, Picklebilly. 15 years I've been running these pictures, and now all of a sudden I gotta be an actor. L'avènement du cinéma sonore à la fin des années 1920 a révolutionné l'industrie du film, permettant l'émergence de nouvelles formes de narration et de comédie. Les vedettes du cinéma muet ont dû s'adapter à cette évolution ou risquer de sombrer dans l'oubli, cédant ainsi la place à une nouvelle génération d'acteurs et de scénaristes. Les années 1930, souvent perçues comme l'âge d'or de la comédie américaine, ont vu naître et prospérer la screwball comedy, un sous-genre caractérisé par des dialogues vifs, des situations farfelues et des malentendus. Les interactions entre les personnages sont rapides et percutantes, continuellement remplies de sous-entendus et de double sens. L'humour réside autant dans les paroles que dans le timing et l'interprétation des acteurs, créant un rythme soutenu qui garde le spectateur captivé. Les intrigues sont dominées par des situations absurdes et des quiproquos. Les personnages se retrouvent fréquemment dans des scénarios improbables, engendrés par des malentendus et des circonstances inattendues. Ces retournements de situation, souvent comiques, sont accentués par des performances vibrantes et une mise en scène énergique. Un autre aspect distinctif de la screwball comedy est son exploration de thèmes sociaux, présente des personnages de milieux divers, habituellement en conflit, qui finissent par surmonter leurs différences pour se retrouver, généralement grâce à l'amour. Cette dynamique permet de traiter des questions sociales sérieuses sous un angle humoristique. Pendant la Grande Dépression, ces films offraient un exutoire au public tout en dénonçant les inégalités sociales et économiques. Le rire naît de la perception d'une incongruité, une rupture inattendue dans notre compréhension habituelle des choses. Les dialogues rapides et les situations invraisemblables de la screwball comedy créent constamment ces ruptures, générant ainsi le comique. Bien que ce cinéma soit avant tout écrit et réalisé par des hommes, le rôle de la femme, bien qu'il soit toujours marqué par la misogynie patriarcale de l'époque, se libéralise dans son développement. Les personnages féminins développent de vrais traits de personnalité, permettant au public féminin de s'identifier davantage. L'évolution du cinéma vers le sonore a marqué une transition significative dans l'histoire de la comédie, ouvrant la voie à de nouveaux genres et styles. Dans les années 1930, alors que la screwball comedy connaissait un essor au cinéma, Broadway voyait l'émergence d'un autre duo comique. Hal Olsen et Chick Johnson captivaient les spectateurs avec un mélange unique de burlesque et de vaudeville. Les spectacles d'Olsen et Johnson, tels que Hell's a Poppin', n'ont pas seulement diverti les foules, mais ont également façonné le paysage comique de leur époque. Bien qu'initialement habitués au stand-up, ils ont rapidement conquis le cinéma dès le début des années 30 et ont également réalisé des pièces pour Broadway, dont Hell's a Poppin' en 1938. Mêlant vaudeville et burlesque dans un registre musical, le spectacle comprenait une partition du parolier Charles Tobias et du compositeur Sammy Fain, des habitués du Great American Songbook et du théâtre de Broadway. Avec 1404 représentations, c'était le spectacle le plus long de Broadway jusqu'à cette époque. Malgré les critiques négatives de la presse, Hell's a Poppin' a été un grand succès et est devenue la comédie musicale de Broadway la plus ancienne jusqu'à ce qu'elle soit dépassée par l'Oklahoma en 1946. Olsen et Johnson sont devenus deux des artistes les plus populaires des années 1940. Ils ont également joué dans leur propre émission de télévision, utilisant leur format de revue unique dans plusieurs autres spectacles de Broadway, Sons of Fun, Laughing Room Only et Pardon Our French. Au début des années 1950 cependant, leur popularité a commencé à décliner car ils persistaient à utiliser un format qui devenait quelque peu usé. Le spectacle ne se jouait jamais de la même manière deux fois. Certains soirs, les chansons étaient interrompues par des blagues. D'autres soirs, ce sont les blagues qui étaient préemptées par des chansons. Nat Perrin, spécialiste de la comédie au cinéma et auteur prolifique pour les Marx Brothers, s'est attaché à l'adaptation de la pièce en collaboration avec Warren Wilson et le producteur Alex Gottlieb. Leur vision était de conférer au film une sensation de fausseté, de plastique, tout en déconstruisant le cinéma de studio dans le but d'offrir plus de liberté dans les gags et de maîtriser l'absurde. Henry Codman Potter, plus connu sous le nom de H.C. Potter,
fait partie d'une grande famille ecclésiastique américaine. Il est descendant d'une lignée d'évêques, dont Alonzo Potter, grand évêque de l'église épiscopale en Pennsylvanie. Ayant fait ses études à l'université de Yale et travaillé dans le domaine de la dramaturgie dans les années 1920, il devient metteur en scène à Broadway avant de partir pour Hollywood dans les années 1930 en qualité de réalisateur de comédie. Il signe Elsa Poppin en tant que réalisateur. Louis est interprété par Shemp Howard, qui est le projectionniste de l'Universal Theatre. Il lance une séance avec un spectacle musical où des choristes déambulent dans un escalier. Mais celui-ci s'effondre, se transforme en toboggan, et les danseurs se retrouvent directement en enfer, torturés par des démons. Hall Olson et Chick Johnson, jouant leur propre rôle, arrivent au milieu de ce chaos en taxi. Après une série de farces, ils révèlent qu'ils sont sur un plateau de cinéma. Le réalisateur du film, incarné par Richard Lane, leur explique que leur comédie sauvage ne fonctionnera pas dans un film. Le scénariste, Mauzy Harry Shelby, joué par Elisha Cook Jr., présente alors son adaptation de la pièce. Le reste de l'intrigue du film dépeint le scénario proposé par Shelby, une romance. Dans ce récit, le producteur-compositeur de théâtre Jeff Hunter, interprété par Robert Page, souhaite épouser la riche ingénieuse Kitty Rand, jouée par Jane Frazee. Cependant, il hésite, car Kitty est fiancée à son meilleur ami, Woody Taylor, joué par Lewis Howard. Hall Olson et Chick Johnson arrivent sur le domaine avec des accessoires pour une revue musicale que Jeff Hunter met en scène comme un véhicule pour Kitty Rand. Insatisfaits de voir leur revue transformée en un film hollywoodien banal, ils passent le reste du film à perturber l'adaptation et la romance centrale de toutes les manières possibles. Betty Johnson, la sœur de Chick Johnson, incarnée par Martha Ray, court après Peppy, jouée par Misha Hauer. Malgré plusieurs incidents, la revue de Jeff Hunter est finalement interprétée pour un public. Et Jeff Hunter gagne finalement Kitty Rand pour une fin heureuse. Le scénariste Harry Shelby termine la narration de son scénario et Olson et Johnson quittent le studio. Le réalisateur, frustré, tire sur le scénariste sans le blesser. I always wear a bulletproof vest around the studios. Avec leur humour parfois daté et imprégné de gags grossiers, voire misogynes, avait un objectif assez précis dans le contexte des années 30 et 40. D'autres comédies absurdes de la même époque sont à noter, telles que Never Give a Sucker an Even Break ou Passe Muscade de Edward F. Klein avec W.C. Fields, sorti la même année que Elsa Poppin. Arsenic et vieille dentelle, réalisé par Frank Capra et mettant en vedette Cary Grant et Priscilla Lane, est sorti un peu plus tard, en 1944. Un film potache, mine de rien, en 1940, toujours réalisé par Edward F. Klein, met en scène W.C. Fields dans le rôle d'un gardien de banque corrompu et vénal. Ils sont apparus à une époque marquée par l'obscurité et l'anxiété internationale. Ils représentaient une réponse sociale à la panique engendrée par la Grande Dépression, ainsi qu'à l'émergence et à la crainte du totalitarisme, qu'il soit rouge ou brun. Le spectacle scénique de Elsa Poppin, qui jouait contre les événements actuels, a commencé à l'aube du fascisme. Les premiers croquis auraient inclus Hitler parlant en yiddish, une langue germano-néerlandaise parlée dans les communautés juives d'Europe centrale et orientale, telles que les Askénazes. Bien qu'il ne les nomme jamais directement, le trio de films se moque des valeurs totalitaires fondamentales de la prévisibilité et de la conformité. Ces films étaient un véritable exutoire, visant à offrir une échappatoire aux préoccupations liées à l'obscurité et à la guerre en Europe, procurant ainsi un soulagement momentané au public. Mais leur structure déstructurée incarne des idées implicites sur les libertés individualistes tenaces de l'Amérique. La chanson thème de Elsa Poppin insiste sur le fait que tout peut arriver et ce sera probablement le cas. Cette vision de la vie se rapproche beaucoup de l'égoïsme philosophique, de refuser d'obéir à une quelconque morale ou idéal et de s'opposer à toute forme de totalitarisme. Le changement de titre de l'adaptation cinématographique de Elsa Poppin est sans doute l'une des modifications les plus minimes qui soient. Ajoute simplement une apostrophe au titre de la série originale. Explique la légèreté avec laquelle tout est vrai à l'écran, mais que rien n'est grave et que tout ce qui se passe dans le film n'a pas d'impact. Which way
Le slogan du film « Si c'est une bonne image, c'est un miracle » illustre parfaitement le ton et le thème de Elsa Poppin. Il n'y aurait pas de nécessité à faire les choses correctement ou avec soin, mais simplement à les faire de manière satisfaisante. Le hasard des circonstances fera le reste. C'est pourquoi le film adopte une mentalité où tout est possible, en suggérant que personne n'est responsable de quoi que ce soit. Cette irresponsabilité découle du postulat selon lequel, si rien n'est vrai, tout est permis. Illustre une vision subjective de la réalité, de la liberté individuelle, du défi des conventions et des autorités, ainsi que l'acceptation de la diversité des perspectives. Tous les personnages et acteurs du film incarnent parfaitement l'esprit d'irrévérence et de liberté artistique qui le caractérise. Si Hall Olsen et Chick Johnson sont les points forts du film, vu que la plupart de leurs gags viennent de leur propre création, les autres acteurs ne sont pas en reste, dans un cinéma qui les a surtout relégués au second rôle. Martha Ray fait partie de ces actrices de second plan qui se retrouvent au premier plan dans Elsa Poppin. Bien qu'elle ait parfois tenu des premiers rôles romantiques, comme dans Qui tout double de Theodore Reed en 1937 aux côtés de Bing Crosby, l'a souvent cantonnée aux emplois de faire-valoir comiques. Une chanteuse pop américaine de l'époque qui a joué dans des théâtres, des films et à la télévision. Très imprégnée du conservatisme américain de l'époque, elle était très présente dans le divertissement comique dans le milieu médiatique. Pendant la Seconde Guerre mondiale et plus tard lors de la guerre du Vietnam et de Corée, se consacrant avec fougue au théâtre pour les troupes, ce qui la rendit encore plus populaire. Charlie Chaplin l'a choisie en 1947 pour jouer à ses côtés dans Monsieur Verdoux, où elle livre sa meilleure prestation. Martha Ray n'a pourtant tourné ensuite que quelques films, dont Bill et Rosie's Jumbo. Elle s'est surtout consacrée à la télévision, animant sa propre émission en 1954, et au théâtre, reprenant en 1967 Dello Dolly. Le spectacle de Jeff dans Elsa Poppin se présente comme une représentation musicale banale, dominée par des numéros fortement inspirés de l'esthétique de Busby Berkeley. Cependant, cette routine monotone est brusquement contrastée par l'apparition spontanée en coulisses des Wheaties Lindy Hoppers, un groupe de danseurs de swing professionnels. Cette troupe, principalement constituée d'Afro-Américains, insufflant une énergie nouvelle et une vitalité authentique au spectacle à travers une musique entraînante signée Charles Previn. Les Wheaties Lindy Hoppers ne sont pas seulement des personnages de fiction. Ils étaient une troupe de danse réelle, formée par Herbert Whitty White, qui visait à populariser le Lindy Hop, une danse swing authentiquement afro-euro-américaine dans les milieux majoritairement blancs. Originaire de Harlem, cette danse est née en réponse aux dures réalités économiques et à la discrimination raciale qui sévissait dans les zones urbaines industrielles du nord des États-Unis au début du XXe siècle. Le Lindy Hop tire ses influences de diverses traditions de danse et sa popularité a été un moyen pour la communauté afro-américaine de s'exprimer et de résister face à l'oppression culturelle et raciale. Les Wheaties Lindy Hoppers ont joué un rôle crucial dans la diffusion de cette danse, non seulement à travers leurs performances sur scène et à l'écran, mais aussi en contribuant à en faire un phénomène culturel mondial. Bien que certains membres soient moins connus et soient tombés dans l'anonymat, d'autres sont devenus célèbres, tels que Frankie Manning, Norma Miller, surnommée la reine du swing, ou Willa Mae Ricker. Bouleversant les attentes du public, injecte un nouvel élément d'excitation et de dynamisme, et transformant une routine fade en un spectacle captivant. Cette transformation reflète la thèse plus large du film, selon laquelle l'imprévu et le hasard peuvent parfois être plus créatifs et stimulants que les intentions délibérées. Même si cette scène soulève certaines interrogations sur la nature réelle de la scène, notamment en ce qui concerne les conflits internes au groupe. En 1992, Norma Miller a exprimé des critiques sévères envers la scène swing, affirmant que le Lindy Hop avait été volé aux Savoy Lindy Hoppers par d'autres groupes. Elle a notamment accusé la scène de tentative d'appropriation culturelle. Contrairement à son amie Frankie Manning, Norma Miller adopte et défend l'héritage afro-américain du Lindy Hoppers, montrant le manque de reconnaissance des contributions noires à cette danse avec laquelle elle contestait le crédit donné à ses chorégraphes blancs. A attribué la chorégraphie à Nick Castle, qui était directeur de danse pour ce film, tandis que Frankie Manning a revendiqué un rôle plus important dans sa création. Les mémoires de Frankie Manning ont suscité des interrogations sur son rôle réel dans la chorégraphie de la scène.
il a été révélé qu'il avait parfois des difficultés à suivre le rythme musical, remettant en question sa capacité à diriger efficacement les chorégraphies. Il semble que leur collaboration dans la chorégraphie ait été plus un effort collectif que dirigé uniquement par Frankie Manning ou Nick Castle. En fin de compte, les récits divergents et les incertitudes entourant la chorégraphie de Elsa Poppin laissent place à des questions sur les contributions réelles de chaque partie impliquée. From now on, I hope you're right. Say, boys, get out the station and pick up those wardrobe notes, will you? Okay. Hey, Woody. Dans Elsa Poppin, les personnages sont constamment engagés dans des tours et des farces. Ils parviennent à manipuler le film lui-même, en inversant des images ou en insérant des séquences qui ne devraient pas être là. Cela crée un effet de chaos où le spectateur est désorienté, car les événements semblent échapper à tout contrôle. La confusion se propage également à la cabine de projection, où les opérateurs sont dépassés par la situation. La culture populaire des années 1940 à 1960 est marquée par une sensibilité artistique, incarnée par des figures telles que Tex Avery, un réalisateur de dessins animés renommé, qui a notamment travaillé chez Warner Bros., puis à la MGM. Cette sensibilité se caractérise par un mélange unique d'éléments populaires et détachés des conventions habituelles, et en contribuant à l'évolution du rythme et de l'humour dans l'animation. Bien que cette période soit fortement imprégnée de son contexte historique raciste, misogyne et pro-américain, For the housewife? For the kiddies? And for the tired businessman. Tex Avery avait la capacité d'introduire des éléments de distanciation formelle dans ses œuvres. Il a également influencé le style de narration de Warner Bros., à la différence de Disney, plus axé sur l'identification émotionnelle des spectateurs avec ses personnages. Tex Avery a employé une stratégie de dessin animé exagérée, amplifiant la relative liberté du médium par rapport aux contraintes physiques. Si Elsa Poppin ne peut pas tordre la réalité comme le faisait Tex Avery, c'est par une mise en scène imprévisible et par le genre de la comédie musicale que le film déploie son énergie et joue sur la liberté du médium. Les situations qui sortent du réel construisent cette absurdité des situations par leur chorégraphie. Dans le film Elsa Poppin, les éléments de comédie visuelle sont profondément enracinés dans la tradition des dessins animés classiques de la Warner Bros. Cette influence est manifeste à travers divers gags, brisant les conventions traditionnelles de la narration cinématographique, permettent de perturber la perception du spectateur et de remettre en question les normes de la réalité représentée à l'écran. Bien que Elsa Poppin ait connu un succès sur scène, avec souvent des complices dans le public et des farces telles que simuler la présence d'araignées au plafond du théâtre, Hollywood a eu du mal à déterminer comment le transposer à l'écran. Le défi était de faire des concessions aux conventions narratives en s'assurant que l'histoire de Elsa Poppin ne gêne jamais le film. Elsa Poppin prend constamment des peines pour rappeler au public qu'il s'agit d'un film. C'est un déconstructionnisme du divertissement pop pour subvertir les éléments de base du récit et de la structure cinématographique. La séance où le projectionniste mélange les bobines et où Hall et Chick se retrouvent soudainement plongés dans un western, cette rupture de la continuité narrative traditionnelle crée un rythme effréné et un effet de désorientation chez le spectateur. En remettant en cause la supposée autorité des cinéastes sur la narration et sur ce que le public devrait percevoir, le film invite à une réflexion sur le pouvoir de l'observation active et sur la construction du sens à travers le regard spectateur voyant la supercherie. Will you take those phony Hollywood Indians off the screen? Yeah, get them off of there! Oh, we've had enough of this! Get off! Get off! That's better. Now put on our picture. Come on, come on! Si le film a des traits de guignol pour amuser la galerie, ses tentatives d'expérimentation et les références qu'il cite montrent qu'il a été pensé par des travailleurs qui avaient une grande conscience de leur époque et que rien n'est réellement gratuit. Les personnages se promènent à travers divers décors comme une prison, un salon du XVIIIe siècle, et changent de costume comme par magie. We think we look fine. Give us a chance and we'll make you the best director. I am the best director. Now wait a minute. Thought they burnt that. La brève référence à Citizen Kane montre qu'Olsen et Johnson étaient non seulement conscients des tendances et des événements de leur époque,
La sortie de Citizen Kane seulement 7 mois avant celle de Elsa Poppin montre par ailleurs la rapidité avec laquelle les cinéastes de l'époque réagissaient au développement culturel et artistique contemporain. And songs bloom on the windowsill. It's heaven for two. Hey, Stinky, will you go on home? Stinky, will you go home? That's a good boy. Go on home and get yourself sick on spinach. All right, go ahead with the song. Who done it? Everybody stay where you are! Don't nobody move! That goes for you too, bud! Lorsqu'on évoque l'industrie culturelle américaine, on fait référence à la production massive de films, de musique, de télévision et d'autres formes de divertissement, souvent conçues pour atteindre un large public et laisser une empreinte culturelle hégémonique marquée. Ce cinéma qui se veut populaire reprend beaucoup l'esthétique avant-gardiste en se l'appropriant culturellement, comme l'absurde, le surréalisme ou l'expressionnisme européen. Ces deux connexions, entre l'avant-garde et la culture populaire, montrent comment ces deux mondes peuvent parfois se croiser et s'influencer mutuellement. Le cinéma joue sur les effets d'influence culturelle qui se répondent et se complètent. Cette caractéristique rappelle le travail de cinéastes plus tardifs associés au mouvement structuraliste, un cinéma expérimental qui s'intéresse aux aspects techniques du cinéma, tels que le montage, la composition de l'image et l'utilisation de la lumière et du son, esthétique et conceptuelle. Cette expérimentation a été développée plus tôt sous une forme de divertissement dans le cinéma hollywoodien. Des mondes qui paraissent opposés, mais qui se répondent d'une époque à une autre. Say, how's Bosco gonna save the girl? I don't know. Well, we gotta do something. Let's go home. Where's Chick? Hey, how did you get up there? How did you get down there? Come on, Woody, here we go again. Be careful, will you? Look out for my head. You're hurting me. Be careful. Cut it out, will you? All right, Sonny, that's enough. Just peg that in. Cross. Hi, excuse me. 2 seconds here. I'm the one in the car, remember? This story's about me, not him. Okay, you got it? All right, we're gonna move ahead. Sorry to slow you down. Reason when you exceed the speed of light, reality, the very nature of your existence begins breaking down to its primal essence, all the way back to its source. This is so weird. Buford says something funny here. Whoa, temp dialogue. How much more can reality break down? And then we suddenly cut to us. You'd actually see Dan and I pitching this part. Right, exactly like we are now, saying exactly what we're saying right now. And then we'd push back into the storyboard. We should never speak of this again. Agreed. Selon son réalisateur H.C. Potter, Elsa Poppin a été scénarisée avec l'intention d'inclure des scènes où les personnages du film s'adressaient directement aux véritables projectionnistes. Ces expérimentations, issues du cinéma muet, ont été reprises par le cinéma avant-garde des années 20, puis intégrées par le cinéma classique hollywoodien. Elles ont ensuite été réappropriées par le cinéma indépendant expérimental des années 60, avant d'être à nouveau récupérées par le cinéma hollywoodien des années 80. Moderne dans son approche, il représentait parfaitement le cinéma contemporain de son époque, capturait l'esprit et l'énergie du divertissement cinématographique des années 1940. Son humour, ses références et sa sensibilité étaient fortement enracinés dans le contexte social et culturel des États-Unis des années 1940.
ce qui peut avoir limité son attrait et sa portée internationale. La différence de perception entre les États-Unis et la France concernant Elsa Poppin peut en partie s'expliquer par le contexte historique dans lequel le film est sorti. En 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, était plongé dans un tumulte politique et social qui rendait difficile l'accès aux films étrangers. Cette période de guerre a entraîné une coupure avec le reste du monde et a limité la circulation des films américains sur le continent européen. La distribution limitée et les contraintes économiques de l'après-guerre ont également contribué à cette situation. Il est vrai que le milieu francophone a souvent été moins réceptif à la comédie américaine des années 30. À la fin de l'ère du muet, le cinéma américain a expérimenté un nouveau style d'humour, moins axé sur les gags gestuels et davantage centré sur le langage et les interactions. Ce style humoristique, plus linguistique et culturellement spécifique, a parfois laissé les autres cultures un peu en retrait, moins enclines à apprécier ce type d'humour. Il est vrai que des exceptions existent comme Laurel et Hardy dans les années 30. Beaucoup ont eu tendance à se détacher de cette comédie des années 30-40 en raison de sa mauvaise réputation. Ce style d'humour était perçu comme moins universel. Adoptant une approche moins cinématographique dans sa représentation, cette comédie potache pouvait rapidement devenir misogyne, voire raciste dans le contexte de l'époque. Les lois de Jim Crow imposaient une ségrégation stricte dans le Sud. La violence raciale, avec les lynchages comme expression la plus brutale, terrorisait les communautés noires, tandis que la discrimination dans l'emploi les confinait à des rôles subalternes. Les métiers les plus accessibles étaient souvent les plus précaires, comme le travail domestique ou les emplois d'ouvriers agricoles. C'est dans ce contexte que les danseurs de Wheaties Lindy Hoppers arboraient des tenues qui rappelaient leur milieu d'origine, marquées par la précarité et la marginalisation. Parallèlement, la société américaine était dominée par un patriarcat rigide qui définissait strictement les rôles de genre. Les femmes étaient principalement perçues comme des mères et des épouses responsables du foyer. La Grande Dépression a exacerbé ces inégalités, poussant les femmes à quitter le marché du travail pour laisser les emplois aux hommes. Beaucoup, notamment les Afro-américaines, n'ont pas eu ce choix, ce qui a encore davantage précarisé leur situation. Le cinéma de l'époque, imprégné de cet esprit, était marqué par un racisme et une misogynie institutionnalisée. Les personnages féminins étaient souvent représentés en contraste avec leurs homologues masculins, dépeintes comme caractérielles mais désirables. Aujourd'hui, ces films peuvent être difficiles à regarder en raison des préjugés profondément ancrés dans la société de l'époque. Cette perception a contribué à une vision essentialisante du cinéma américain de cette époque, la divisant en deux parties distinctes. D'un côté, un cinéma des années 20, muet, innovant, avant-gardiste et créatif. De l'autre, un cinéma des années 30 parlant, conservateur, plus classique et souvent plus calculé dans son approche. Des films de Frank Capra et d'Ernst Lubitsch ont été des succès tant critiques que commerciaux, démontrant une maîtrise narrative et comique qui a influencé de nombreux réalisateurs ultérieurs. Les films des Marx Brothers défient les conventions de l'époque, même s'ils sont plus connus parmi les anglophones et beaucoup moins sur le sol français. Il convient de noter que tous les films comiques de cette période ne tombaient pas dans les écueils décrits. Certains réalisateurs comme Chaplin lui-même ont réussi à s'adapter avec succès au passage au cinéma parlant, produisant des œuvres qui ont conservé leur créativité et leur pertinence artistique. Le cinéma commence à se développer en dehors du système hollywoodien conventionnel et donne naissance à un cinéma alternatif. Des créateurs afro-américains tels que Spencer Williams et Oscar Micheaux sont à l'avant-garde de ce mouvement, développant ce que l'on appelle le race cinema, un cinéma destiné au public afro-américain, caractérisé par un fort engagement social contre le racisme et la ségrégation. Ce race cinéma est une réponse aux lacunes et aux préjugés du cinéma mainstream de l'époque, à marginaliser ou à stéréotyper les personnes noires. Spencer Williams et Oscar Micheaux, par le biais de leurs films, cherchent à donner une voix et une représentation à la communauté afro-américaine. Dans la comédie des années 30, des acteurs tels que W.C. Fields, les Marx Brothers, ainsi que Bob Hope ont apporté leur propre style de comédie burlesque, offrant une variété d'approches et de tonalités humoristiques. Ces comédiens burlesques très populaires a été fortement influencé par la liberté des gags que l'on retrouve dans l'animation. Et la transposition de cet humour au cinéma
a été pensé et réfléchi au sein même de leurs médias pour provoquer un effet similaire. Elsa Poppin incarne ce cinéma de l'époque, inspiré par la comédie muette, et à son tour source d'inspiration pour d'autres réalisateurs qui reprennent son travail de mise en scène. Cela montre que l'histoire du cinéma n'est pas marquée par des ruptures, mais par une continuité dans l'évolution des styles et des techniques comiques. Watch the birdie, we'll take a can of camera shot. Watch the birdie, come on and give it all you've got. Watch the birdie, just look around and pick a spot and hold it. Watch the birdie, just crack a funny pose a while. Watch the birdie, or you can beat that pose a mile. Watch the birdie, now let me see a pretty spot and hold it. We're looking for a tall, dark, handsome man with eyes of blue, a golden tan, and strong white teeth like Joan McCrea. Hey you, will you get out of the way? Watch the birdie, we'll take a can of camera shot. Watch the birdie, come on and give it all you got. Watch the birdie, just look around and pick a spot and hold it. Zooday! Watch the birdie, we'll take a can of camera shot. Watch the birdie, come on and give it all you got. Watch the birdie, just look around.